Tu dis j'appuie où là? Ici? Les frangins sont pas tous gâteux, mais il y en a. Salut à tous, bienvenue sur l'épisode numéro 2, parce que la dernière fois on a fait l'épisode 0, mais là on passe directement au numéro 2 parce que finalement il était pas si mal, donc on l'a appelé épisode 1 de votre podcast maçonnique presque préféré. Les frangins sont pas tous gâteux. Merci Cédric d'être parmi nous encore pour ce nouvel épisode. Comment ça va Cédric ce matin? Ça va très très bien. Écoute, oui, ça va très bien. J'ai travaillé pour notre podcast d'aujourd'hui et puis j'ai aussi réagi, tu sais, et puis travaillé plus en profondeur avec les arguments que tu as reçus, toi, avec notre frère de 450 FM, et c'était très intéressant de travailler là-dessus. Ah oui, Donc, effectivement. on en parlera tout à l'heure, peut-être qu'il va venir, je crois. Alors, je sais pas s'il va venir aujourd'hui, mais effectivement, si vous avez écouté l'épisode 0 de la semaine dernière, on avait discuté un petit peu du manoir maçonnique et de cette initiative qui avait été lancée par Franck Foucret, son association et d'autres maçons pour offrir un séjour méditatif, une retraite maçonnique dans une grande bâtisse. Ouais, une retraite, ouais. Et un de nos auditeurs, Lonely, avait pris la parole sur le podcast pour exprimer quelques, doutes ou exprimer quelques remarques par rapport aux motivations derrière cette initiative, ce qui est chacun peut exprimer ce qu'il veut. Et Franck Foucret m'a contacté. Il était un petit peu en colère en parlant de un petit peu de diffamation et de choses comme ça par rapport à son initiative, et donc il m'a demandé s'il pouvait avoir un droit de réponse. Alors je lui ai dit bien sûr tu peux avoir un droit de réponse Franck, et il viendra donc nous parler de cette initiative et nous donner un petit peu plus de détails sur les pourquoi du comment et ce qui est derrière l'idée d'avoir ouvert ce lieu. Et d'ailleurs il m'a fait la remarque et il m'a fait rigoler, quelqu'un a dit, je crois que c'était peut-être Lonely d'ailleurs, qui avait dit à quand les croisières maçonniques, ou c'était peut-être toi Cédric, à quand les croisières maçonniques? Et il se trouve que justement il y a des croisières maçonniques qui sont organisées, alors il avait trouvé ça rigolo. Bref, on va donner la parole quand il sera disponible, soit aujourd'hui s'il se joint à nous, soit la semaine prochaine à Franck, parce que un droit de réponse, bien sûr, chacun a le droit d'exprimer un petit peu ses idées. Oui, j'espère vraiment qu'on va pouvoir lui parler. Oui, je sais qu'il avait tiqué un petit peu sur le côté, on avait parlé d'un rassemblement qui faisait un petit peu sectaire parfois, ou un côté, vouloir faire de l'argent sur la maçonnerie. Alors je crois que c'est là-dessus qu'il veut revenir, il veut réagir un petit peu sur ces deux points, donc on en parlera avec Franck quand il se joindra à nous. En tout cas, merci à tous ceux qui sont venus écouter notre premier épisode. Il est maintenant disponible sur toutes votre plateforme préférée, que ce soit YouTube, que ce soit Apple Podcast ou Spotify. Vous avez juste à vous abonner, comme ça vous recevrez tous les prochains numéros directement dans votre boîte mail, et c'est super. Donc voilà, merci à tous. Cédric, tu nous avais dit la dernière fois que tu commençais tes matinées, parce que là il est 9h ici à Montréal, tu commençais tes matinées par des petites conversations autour du café avec ton épouse. De quoi vous avez parlé ce matin ? Eh bien écoute, mon épouse vient de démissionner d'un poste pour aller en prendre un autre dans une autre compagnie. Alors on parlait de ça ce matin. Alors c'est pas un sujet maçonnique, mais c'était notre discussion du jour. Et tous les jours, on a autour de notre café des discussions. Alors des fois on regarde l'actualité, des fois on parle de la famille, du chat, des démissions, de création de ceci, de cela. On parle de maçonnerie, et là c'était le sujet ce matin. Donc c'était pas super passionnant, hein. Alors des fois on parle d'amour aussi, hein, heureusement, parce que c'est ma femme, donc c'est la personne avec qui j'en parle le plus. Mais ce matin c'était plutôt corporatif là, comme café. C'est très corporatif. Ouais. C'est bien. Et donc tu disais, est-ce que tu as eu la chance de parler avec ton épouse? Pas beaucoup ce matin, mais un petit peu quand même. Effectivement, on parle beaucoup de travail. Elle aussi, elle est très prise en ce moment par son travail. Donc il y a beaucoup de conversations de cet ordre-là. Et tu disais que tu parles de maçonnerie avec ton épouse de temps en temps. Est-ce qu'elle est maçonne, elle ? Elle ne l'est pas. Par contre, elle connaît mes amis et ma famille, des membres de ma famille qui le sont. Et on travaille beaucoup. J'ai apporté le concept d'apprentissage, de compagnonnage et de maîtrise, parce qu'elle travaille aussi avec des équipes dans son entreprise. Elle a un rôle de gestionnaire, de manager. Ouais. Et moi, j'ai un gros intérêt sur la transmission, tout ce qui peut se transmettre. Ouais. Et effectivement, entre l'apprenti, le compagnon et la maîtrise, on a un gros travail de transmission, et ce principe-là,
peut s'appliquer, selon moi, au monde de l'entreprise. Je te donne un exemple. J'ai vu des initiatives dans des entreprises où des savoir-faire quittent l'entreprise au moment où les gens partent à la retraite. Mhm. Et ces personnes-là doivent transmettre leur savoir, leur connaissance. Et c'est génial de les associer à des plus jeunes qui vont en quelque sorte être leurs apprentis. Et puis eux, ça va être des maîtres et pour conserver des savoirs. Alors elle n'est pas du tout dans des entreprises, elle travaille dans le pharma. Ouais. Mais peu importe le secteur, il y a toujours des choses à transmettre, à donner. Et on le voit là plus que jamais parce qu'elle démissionne, puis tous ces savoirs, les gens veulent les récupérer. Bien sûr. Parce qu'elle a juste 3 semaines pour les transmettre et ça va être compliqué. Mais le principe, ce triptyque, donc apprenti, compagnon et maître, je trouve que ça s'applique à beaucoup de domaines hors du temple. Tout à fait, ouais. Eh ben, écoute, c'est une super transition sur le sujet du jour. Alors, le sujet du jour pour tous ceux qui nous écoutent, c'est à quoi sert la franc-maçonnerie? Ou mieux, je dirais, est-ce que la franc-maçonnerie sert à quelque chose? C'est-à-dire que je lance déjà l'idée que peut-être que ça servira à rien aujourd'hui. Alors, évidemment, je parle pas de l'initiative à l'époque, là, voilà, 300 ans, de lancer des loges et de rassembler des maçons dits spéculatifs pour parler, etc. On est vraiment dans une époque tout à fait différente aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en 2025, est-ce que la franc-maçonnerie sert encore à quelque chose? Alors Cédric, voilà, je te laisse la parole pour me donner un petit peu ton premier point de vue sur la question. Est-ce que la franc-maçonnerie sert, après tout, à quelque chose ou est-ce que c'est vraiment une association qui fait partie du passé et qui va sans doute disparaître dans les quelques prochaines décennies? Alors, j'ai une planche que je travaille, qui a un titre qui n'est... Je ne sais pas si un jour cette planche, je la présenterai en tenue, mais j'aime bien poser des questions de base très très simples. Ouais, Je trouve que les questions les plus simples sont souvent les plus difficiles à répondre. Et ma question de ma planche, que je fais juste pour moi pour l'instant, hein, donc t'inquiète pas, je vais pas te la proposer prochainement, mais ma question est la suivante. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce ouais, que je fous là en maçonnerie? Et je me suis interrogé là-dessus et j'ai commencé à chercher des arguments. ouais, Alors, je suis allé avec des arguments qui sont un peu basiques pour commencer. Euh, alors, l'amélioration de soi, l'encouragement à la pensée critique, l'accès à la connaissance, la fraternité, la transmission de valeurs universelles, en fait, toutes ces choses-là. Mais une fois que j'ai répondu à tout ça, je me sens comme si, j'ai coché toutes les cases, en fait, de pourquoi est-ce que je vais en maçonnerie et ça répond en quelque sorte à quoi sert la maçonnerie. Ben, ça sert à défendre la liberté de penser, un espace. Mais au-delà de ça, moi, qu'est-ce que j'en retire? ouais. Eh ben, j'ai toujours pas trouvé dans ma planche. Et c'est une question que je travaille. Et ma question, qu'est-ce que je fous là? Elle rejoint un petit peu à quoi sert la franc-maçonnerie, parce que si je trouve pas à quoi ça sert, eh ben, ce que je fous là, peut-être que je perds du temps. Peut-être que je perds mon temps. Et pire, peut-être que je fais perdre mon temps aux autres. Donc, c'est une question que je travaille. Mais en faisant ça, j'ai déjà peut-être un premier élément de réponse. Ouais. La franc-maçonnerie me sert à me casser le cerveau, à me casser la tête sur des questions compliquées. Et en faisant ce travail, déjà, je crois que ça me sert à ça, moi, dans un premier temps. Et est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu penses que ça, pas que tu casses ton cerveau, mais tu disais tout à l'heure, par exemple, les premiers points, amélioration de soi, et des choses comme ça. Donc, je comprends, Ouais. tu te casses ton cerveau en Oui, réfléchissant sur ces questions, mais oui, est-ce que le fait de oui. réfléchir sur ces questions, tu sens que ça a un impact sur ta personnalité, sur ta façon de penser, sur ta façon de te comporter? Est-ce que ces grands principes dont on parle souvent, qui sont liés à la maçonnerie, comme justement tu le disais, l'amélioration de soi, est-ce que c'est du concret ou est-ce que pour toi tu penses que c'est plus du j'en parle mais finalement je vois pas vraiment les résultats? Alors, la dernière fois, quand on a fait notre épisode précédent, je précisais, moi, je travaille dans le développement personnel, entre Mhm. autres. Entre autres, et je sais que on utilise des outils donc pour s'améliorer au travail, pour améliorer sa communication, pour améliorer tout un tas de choses. En fait, pour devenir, je vais parler un peu vulgairement, mais une meilleure interface face au monde qui nous entoure. Voilà. Mhm. Donc ça, c'est un outil, et j'arrive pas à réduire la franc-maçonnerie à juste un outil supplémentaire en développement personnel. C'est pas du tout quelque chose à quoi j'aspire et à quoi j'adhère. Ouais. Parce que j'aime pas trop le mélange des genres. Que ça se chevauche, qu'on soit à la frontière, c'est une chose, mais je le prends pas comme un outil de développement personnel ou que je me dis pas, oh tiens, ça fait tant d'années que je suis en maçonnerie, je me trouve beaucoup amélioré par rapport à quand je l'étais pas. Mhm. J'ai pas envie d'avoir des critères d'évaluation, j'ai pas envie d'avoir
des points de comparaison. Je me suis fait demander, suite à une planche que j'ai faite, ce que j'avais appris. J'ai pas trop aimé cette question parce que j'y vais pas pour passer un examen, pour être, pour avoir des grades Ouais. Alors, donc, j'exclus ça. C'est un petit peu ça aussi qui, dans ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la retraite maçonnique, m'interrogeait, de notre ami, là, de notre frère de 450 FM, qui propose donc de la spiritualité, de la retraite, du développement personnel. Mhm. Moi, j'adhère pas trop à ça. Je veux dire, si je veux faire du dev perso, bah, je vais là-dedans. Si je vais dans la maçonnerie, je veux faire autre chose. Et en Ouais. fait, je suis en train de découvrir ce que j'y cherche au fur et à mesure que je le fais. D'accord. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Mais est-ce que je me suis amélioré? Je le souhaite, et puis mais c'est pas à moi de le dire, c'est peut-être Mhm. aux gens autour de moi, ils me le diront un jour, tiens, tu t'es amélioré. Bon. C'est là qu'il faut que je parle à ton épouse pour lui demander son avis sur la question. Oh là 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 Est-ce là, qu'il est plus mais écoute, facile à la maison bah, depuis non, que il est rentré en maçonnerie? Non, mais je ouais, dis mais ça en c'est rigolant, peut-être pas le bon public. Hein. Oui. je dis ça en plaisantant évidemment, mais finalement, il y a peut-être, quand il pense, un truc intéressant. Peut-être que ce serait intéressant de poser la question à des personnes qui fréquentent justement des maçons depuis longtemps et leur demander s'ils ont vu un changement Oui. dans le comportement de ces personnes qui connaissent intimement depuis qu'ils ont passé des heures et des heures sur les colonnes. Parce que peut-être qu'on n'est pas non plus les meilleurs pour Oui. se juger soi-même ou être capable de prendre le recul nécessaire pour voir si on a réussi à s'améliorer ou non. Mais peut-être qu'en demandant aux autres justement pour avoir un Et élément ben, de réponse. toute forme d'auto-évaluation serait un petit peu compliquée et serait un petit peu, ouais, un petit peu dangereuse. Je sais par contre une chose. Je sais par contre une chose, c'est que euh, auprès de mes frères et de mes sœurs, je peux aborder des questions plus compliquées. Et quand j'ai une question qui pourrait paraître bizarre dans le monde profane, elle est bien reçue en général et j'ai du monde qui est intéressé à construire autour de cette question, à chercher avec moi et qui n'est pas surpris. Je sais que je fais partie dans le monde profane de ces personnes, bon peut-être en maçonnerie aussi, mais qui cassent les oreilles aux gens avec des questions où tout le monde se dit mais on s'en fout de ça, Ouais. c'est pas le problème. Pourquoi tu t'embêtes avec ça? Et j'ai trouvé dans notre temple et puis dans notre fraternité des gens qui se posent les mêmes questions que moi. Et c'est ça, en fait, alors, c'est pas de l'amélioration, mais je dirais que j'embête moins mes amis qui ne sont pas maçons avec mes questions. Voilà, je me suis calmé avec ça parce que j'ai trouvé un endroit où m'interroger et où réfléchir avec d'autres personnes. Ouais, tout à fait. Moi aussi, je me pose la question à quoi sert la maçonnerie. J'ai un petit peu comme toi tendance à pas vouloir aller sur ce que ça m'apporte à moi personnellement, parce que le côté développement personnel est aussi quelque chose qui moi me parle pas énormément. Alors, je comprends que ça puisse Ouais. nous changer, ça peut nous apprendre des choses. Je pense que un endroit très clair où ça peut quand même nous faire progresser, c'est surtout ce qui touche à l'écoute. Je pense quand même qu'en maçonnerie, il y a beaucoup moins de bruit, Oui. beaucoup moins de nuisances sonores que ce que tu peux trouver quand tu essaies d'avoir une conversation à l'extérieur d'un temple. Hein. Mais ça, c'est justement parce qu'on a le rituel qui nous permet de cadrer tout ça Ouais. et qui force les gens à l'écoute, au respect, à ne pas se parler les uns sur les autres, à ne pas réagir aussi par rapport à ce que quelqu'un vient de dire. Parce que je rappelle pour Ouais. nos éditeurs que la maçonnerie est un endroit où quand on prend la parole lors d'échanges, le débat est interdit. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le droit de démonter ce qui vient d'être dit pour apporter un argument contradictoire. On doit simplement apporter des pierres. Alors, un des principes que j'aime, une des analogies que j'aime utiliser pour montrer un petit peu ce que ça veut dire, c'est que imaginez que quelqu'un prenne la parole et que on manifeste cette parole comme étant une pierre de couleur que tu poses par terre. Et ben, au lieu de faire sauter la pierre rouge pour en mettre une bleue, et ben la personne suivante va mettre la pierre bleue à côté de la pierre rouge. Et puis quelqu'un va mettre une pierre jaune, et puis une autre pierre bleue, et puis une pierre verte. Et puis toutes les pierres vont être mises côte à côte plutôt que de se mettre les unes sur les autres, ou de se remplacer les unes des autres. Et à la fin, on estime que la vérité ou l'œuvre accomplie, c'est la mosaïque de toutes ces pierres de couleur qui ont été apposées les unes à côté des autres. C'est un petit peu le principe comme ça de la prise de parole en maçonnerie qui ne doit pas être argumentative, mais qui doit être on va dire, qui ajoute de la matière, qui ajoute des points de vue. Donc ça, c'est le point numéro un. Je ne sais pas si ça m'a amélioré, si ça m'a servi personnellement, mais ça m'a donné en tout cas des réflexes qui, comme toi, assurent probablement
une meilleure écoute et on va dire une tendance à pas forcément sauter sur l'idée de je suis pas d'accord avec toi, donc je vais te convaincre que j'ai raison et que tu as tort. Et plutôt peut-être considérer que je ne suis pas d'accord avec toi, mais peut-être que la vérité est à mi-chemin entre nos deux points de vue. Ça aurait été mon point numéro un. Et Ouais. puis, mon point numéro 2, pour moi, qui me semble être le point le plus important en maçonnerie, et si on me pose la question à quoi sert la maçonnerie, ça va être la réponse que je vais donner, c'est la rencontre de l'autre. Et ça, je pense que c'est extrêmement intéressant, parce que moi, je viens d'un milieu qui est très niche, professionnellement, puisque je travaille dans les effets visuels pour le cinéma et la télévision, donc on est vraiment on va dire, une industrie qui touche à des gens qui sont assez tech, assez nerds, qui aiment la culture, qui aiment le cinéma, qui sont vraiment très branchés sur la création, qui aiment travailler dans le stress, qui aiment les deadlines impossibles, qui aiment inventer des choses qui n'existent pas, parce que c'est toujours aller plus loin, plus fort, plus haut, plus beau, plus gros que ce qui a été fait avant sur les films. Donc c'est vraiment un état d'esprit un peu pionnier, artiste, geek, hein, on va dire. Et c'est vrai que quand tu évolues pendant 20 ans dans un milieu comme ça, eh ben c'est très agréable, mais ça reste très très niche. Et moi, la maçonnerie me permet 2 fois par mois de me retrouver avec, eh ben, je sais pas, des avocats, des médecins, des enseignants, des chauffeurs de bus, des cuisiniers, des personnes qui travaillent pour le gouvernement, des gens qui travaillent dans l'humanitaire, etc. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est vraiment le point pour moi qui m'apporte continuellement depuis bientôt 15 ans. C'est la rencontre de l'autre et de leur point de vue et de leurs expériences de vie et de leur vision sur les choses qui m'apporte un angle différent. Et ça, je trouve ça intéressant. Est-ce que tu ressens un petit peu ça aussi, toi, depuis que tu es rentré? Mais dans ce que tu dis, ce sont des personnes que je n'aurais probablement pas rencontrées dans un contexte profane. C'est des personnes à qui je n'aurais pas eu la chance de pouvoir parler, poser des questions, pouvoir écouter ce qu'ils ont à dire. Notamment, par exemple, au Québec, ici, on a eu à un moment donné un frère. Je sais qu'il a pris de la distance présentement, mais je crois que c'est pour des histoires personnelles. On Mhm. avait un frère, donc, qui faisait partie de ce qu'on appelle les populations autochtones du Québec. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'avais pas l'occasion de rencontrer cette communauté avant de le rencontrer dans le temple. Mhm. Car dans mon entourage immédiat, puis même un peu, il y en a pas de personnes comme ça. Donc, je sais qu'il a pris plusieurs fois la parole et qu'il a dit des choses qui étaient très surprenantes parce que ce sont en général des choses que j'entends dans des médias ou que je peux lire dans des journaux, mais de l'avoir à côté, ça c'était une chance en fait. Et je me Mhm. souviens par exemple, c'était au moment où on faisait notre banquet annuel, Ouais. et j'étais assis à côté de lui, et c'était au moment, alors pour ceux qui nous écoutent, au Canada, il y a eu il y a quelques temps des histoires avec des pensionnats catholiques reliés à l'Église où en fait il y avait des enfants autochtones qui avaient été pris, puis qui avaient été enlevés, puis on les a jamais retrouvés, puis bon, des histoires pas possibles, hein. Même le pape est Mhm. venu s'excuser pour ça il y a pas longtemps. Ouais. Et je me souviens que lui, notre frère, il m'avait dit, en fait, un jour, j'étais dans un pensionnat comme ça avec ma sœur, ma petite sœur, et on nous avait enlevés à notre communauté, et à table, on est venu prendre ma petite sœur, et je l'ai plus jamais revue. Ce frère doit avoir aujourd'hui, je pense, entre 60 65 ans. Ouais. Et depuis qu'il est enfant, sa sœur a disparu. On l'a retiré à table. Il l'a plus jamais revu. Ça, c'est quelque chose que j'entendais aux informations, aux Ouais. médias, dans ma voiture, dans le trafic, en me disant ah, c'est horrible, c'est affreux. Bah là, c'est pas la même chose que de l'entendre à table pendant un repas Mhm. fraternel. C'est bon, ça coupe l'appétit parce que bon, moi j'ai 2 sœurs. Hein. J'aurais bien aimé qu'on me les enlève quelquefois. Bon, j'aurais aimé qu'on me les ramène. Je les adore, mais bon, j'avais envie de contre-argumenter et puis de dire bon bah écoute, non, je plaisante. Et puis c'est pas bien, pas sur ce sujet-là. Mais c'est ça. Donc c'est être confronté à à ce genre de personnes, à ce genre d'histoire, c'est quelque chose. Oui, par exemple, ça, je ne l'ai pas autour de Mhm. moi, et ça, c'est ce que ça m'a apporté. Pour reprendre Ça aussi ce t'amène que un tu. peu une réalité qui serait inatteignable dans le monde profane parce que tu serais pas dans les bons cercles pour justement être confronté à cette réalité, quoi. C'est ça. Mm. C'est ça, c'est ça, j'ai pas ce cercle-là autour de moi, et là, en fait, c'est pas un cercle que j'ai eu autour de moi, c'est un maillon,
Et c'est surprenant quand ça arrive. Mm. Et je le dis pas dans le sens j'ai eu une révélation, maintenant voilà, etc. Pas du tout. C'est pas du tout. Vraiment, je l'ai reçu dans la face. Ouais, Quelqu'un qui à table te dit un jour on a pris ma sœur à table, un jour on m'a pris à mes parents avec ma sœur, un jour on m'a pris ma sœur en plus et je suis tout seul et je connais pas ma famille et je sais pas où est qui et voilà, je sais même pas si elle est encore en vie ma sœur. ouais, Donc c'est vraiment surprenant. Pour reprendre aussi ce que tu disais, qu'est-ce que la maçonnerie finalement ça m'apporte. Moi je le vois pas dans ce sens-là. Enfin je le vois un peu dans ce sens-là, mais je me dis aussi la maçonnerie qu'est-ce que ça m'enlève? ouais, Et ça m'enlève plein de choses qui sont très agréables au moment où on te l'enlève, un petit peu comme une écharpe dans le doigt, un caillou dans la chaussure. Un exemple. Quand je suis au temple, tu parlais de cette manière dont on s'adresse les uns aux autres. Moi, la oui, triangulation de la parole, pour moi, dans ma vie, ça a été une révélation. Et quand je suis au temple, c'est comme si je prenais bah, je veux dire, un antidépresseur. Voilà, c'est comme si je prenais un antidépresseur. Quand je l'ai, ça fait du bien. Et quand je l'ai plus, quand je ressors, ça fait pas du bien parce que je me retrouve dans un espace où la parole n'est pas triangulaire, mais la parole, elle est en bordel et ouais. ça me manque. Et ça, c'est. Voilà. Donc, oui, il y a ce que la maçonnerie m'apporte, mais il y a aussi ce qu'elle m'enlève. Est-ce que toi, elle t'enlève aussi des choses qui te manquent quand tu es à l'extérieur? Oh, ça, c'est une question compliquée. Je sais pas si la maçonnerie m'enlève quelque chose. Non, je pense pas qu'elle. Non, je dirais pas ça. Mais par contre, à t'écouter, je me pose la question Ok. du rapport entre la maçonnerie et un réseau social. Parce que quand tu dis ça m'apporte des choses, j'ai un peu l'impression des fois que c'est ce qu'on pense d'un réseau social. Tu sais, ça nous apporte des choses, ça nous apporte des connexions, ça nous apporte de l'ouverture sur des gens Ouais. qui sont loin, ça nous apporte des tas de choses. Mais en vrai, on sait que ça nous enlève aussi des choses, ça nous enlève le rapport avec ceux qui sont autour de nous, ça nous enlève un petit peu le rapport avec le moment présent, etc. Et donc Ah oui. peut-être que ce serait ici un petit parallèle que je pourrais faire. La maçonnerie m'enlève pas directement quelque chose, mais peut-être me fait me focaliser aussi sur certaines choses en m'enlevant la possibilité de m'ouvrir à encore plus d'inconnus. Parce que la maçonnerie, c'est, comme je disais, un espace comment dire, qui te met en contact avec une réalité que tu ne pourrais pas forcément trouver dans le monde profane, mais d'un autre côté, cette réalité est quand même aussi très, on va dire, moins niche que ton travail ou ces choses, mais relativement niche dans le sens où bah, tu rencontres des maçons en maçonnerie, ça semble tout à fait évident. Et je pense que les maçons ne sont pas nécessairement non plus une représentation totale de tout ce que tu peux trouver à l'extérieur. Déjà, tu as des personnes qui ont certaines croyances Oui. qui les empêchent d'être maçons, donc tu les croiseras pas en loge. Tu as des convictions personnelles, des choses comme ça, et puis du temps, et puis il faut quand même être porté sur certains sujets philosophiques ou aimer peut-être une approche symbolique pour pouvoir être intéressé par la maçonnerie. Donc ça m'apporte des choses, ça aussi me prive potentiellement d'un autre groupe de personnes qui pourraient aussi m'apporter des choses par le fait que la maçonnerie reste quand même un entonnoir qui puise dans un groupe de personnes relativement prêts à partager les mêmes centres d'intérêt, je dirais. Qu'est-ce que tu penses? C'est un peu comme si tu allais sur un groupe Ouais. Facebook. C'est- Tu sais que tu vas pouvoir t'ouvrir à Ouais. plein de personnes que tu connais pas dans le monde profane, mais toutes ces personnes sont déjà, parce qu'elles sont dans ce groupe Facebook, intéressées par le sujet du groupe Facebook. Est-ce que ça fait du sens? Ouais. Ça fait du sens. Quand tu disais, quand tu parlais, j'ai eu. Alors, je pourrais pas la reproduire exactement, mais je crois que c'est dans le film 100 000 dollars au soleil Ouais, avec Lino Ventura et c'est un film avec des dialogues d'Audiard. ouais, Et il me semble que dans ce film, c'est dans ce film. Alors, s'il y en a qui connaissent le cinéma, ils pourront me corriger. C'est dans ce film qu'à un moment donné, il y a une brute, un espèce d'imbécile qui part et qui marche, et il y en a un autre qui reste assis. Puis le propos, c'est en fait un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intello qui réfléchit assis. Bon. ouais, J'avoue que cette phrase, elle me revient souvent et elle m'accompagne régulièrement. Euh, des fois, je nous trouve assis à réfléchir sur des choses qui sont bien perchées. ouais. Et des fois, je vois des gens qui réfléchissent pas, mais qui font une petite chose, mais au moins qui la font et qui
qui font, là vraiment du verbe faire, qui font quelque chose. Mhm. Moi, c'est cette espèce de dualité où des fois on est très très perché et quand il s'agit de faire, il n'y a plus personne. Ça c'est quelque chose qui me dérange. Mais ça me dérange pas simplement comment en maçonnerie. Ça me dérange partout. Je veux dire, c'est quelque Ouais, chose au travail, dans la famille. Oui, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est ça et puis au moment de le faire, bon, moi, je rentre chez moi. Non, parce que j'ai pas le temps. C'était juste des conseils, c'était juste ma réflexion. La réflexion des gens, ça me fait avancer, ça me permet oui, de construire. Mais je trouve que il y a rien de mieux que de faire quelque chose. Il y a rien de mieux que de le faire, que d'expérimenter tes pensées, tes réflexions et de le confronter au réel. Je trouve parfois on est très perché et pour reprendre ce que tu disais, on se retrouve avec des gens qui sont très perchés et qui peuvent entretenir ce sentiment ou cette manière de rester comme ça un peu gazeux dans les ouais, airs et ouais. d'avoir des grandes, grandes réflexions. Alors, là, je te rejoins avec ça, où effectivement, ça me parle dans ce sens-là. Toi, je sais que avec ton métier, par exemple, tu n'as pas la place pour avoir des réflexions pendant des heures. Il faut que les gens fassent des choses. Donc, c'est tout Ouais. l'inverse de la maçonnerie, parce que quand un film doit sortir, il y a une date de sortie. Donc ça c'est le juge de paix, la date de sortie, puis il n'y a pas le temps de parler les couleurs, les machins, les ceci, etc. Faut le faire. Ouais, tout Ça à c'est dans ce fait. sens-là que... Ouais. Tout à fait. Et là, tu disais faire des choses. Est-ce que pour toi, parce que Ouais. tu sais, il y a deux grandes écoles pour la maçonnerie. Il y a ceux qui pensent que le Ouais. travail se fait sur soi-même et que, eh ben, naturellement, par porosité de ton amélioration personnelle, tu vas avoir un impact positif sur le reste de la société. Il y a un groupe de la franc-maçonnerie qui pense de cette façon. Puis il y a ceux qui sont là, non, 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 une fois qu'on a travaillé en loge, il faut vraiment qu'on aille faire quelque chose à l'extérieur, il faut que ça serve. Alors puisqu'on parle du côté à quoi sert la maçonnerie, où est-ce que toi tu te ranges? Est-ce que tu serais plutôt du côté je fais mon travail personnel sur moi-même et ben avec un peu de chance, ben ça va se répercuter naturellement sur l'extérieur et c'est ça ma contribution à l'amélioration dans la vie de tous les jours, dans la société? Ou est-ce que toi tu penses que le but ultime l'achèvement des réflexions en loge doit se lier à une action concrète dans la société à travers, eh ben, je sais pas moi, des initiatives, des œuvres de charité, de l'aide, ou comment tu te situes par rapport à ça? Alors, c'est une très bonne question. Et le travail sur moi, avant que je sois en maçonnerie, je travaillais déjà sur moi avec d'autres outils. Mais c'est vrai que d'une manière générale, le travail sur moi, il se résume à comment est-ce que je pourrais être moins con aujourd'hui qu'hier. Et c'est un petit peu ça. Voilà. Ouais, Alors j'essaye, j'y arrive pas tout le temps. Voilà, on me le reproche, effectivement. Mais ça, c'est mon travail personnel. Et en faisant ce travail, en étant moins, je sais pas, moins fâché, moins ceci, etc. Ben, je pense que c'est mieux pour tous ceux qui m'entourent, aussi bien les inconnus que les personnes que je ouais. connais. Sur le travail maintenant, avoir un impact dans la société. Je le mettrai en deux parties. Je sais qu'il y en a qui veulent peser avec leur obédience, avec les questions de loge, les rapporter ensuite aux dirigeants, aux décideurs, etc. Je crois que ça reste. Je crois qu'on se berce un peu d'illusions avec ça. Ouais. Alors peut-être qu'en France, ça pourrait fonctionner, mais alors ici au Québec, je crois qu'on est loin de ça. Je crois qu'on est loin de ça. Et je crois qu'on est un petit peu, on est des doux rêveurs si on croit qu'on va peser. Des arguments aujourd'hui, les gens peuvent aller en chercher, ne serait-ce qu'avec un système d'intelligence artificielle, ils n'ont pas besoin d'avoir nos réflexions sur le sujet. Ils ont des spécialistes, etc. Je suis pas sûr qu'on représente vraiment un poids dans la société. J'aimerais bien, mais je ne suis pas sûr. Donc cette illusion, je veux pas entretenir cette illusion. Peut-être qu'on doit se réinventer puis faire autrement que de vouloir absolument peser. Voilà. Et maintenant, en ce qui concerne l'humanitaire, Mhm. il y a des choses que, par exemple, moi, dans le travail que je fais, dans le travail de coaching avec mon association professionnelle, qui me permet d'émettre toutes mes factures, de faire mes suivis, etc. Eh bien, j'accorde un temps, en fait. Ils demandent, un petit peu comme les avocats qui travaillent au pro bono. Et puis, ils disent, est-ce que vous acceptez, comme un avocat défendrait gratuitement quelqu'un pendant un temps, est-ce que vous acceptez de prendre en charge des gens gratuitement qui ont des problèmes combien d'heures par semaine vous pourriez consacrer?
Donc ça, c'est quelque chose que je viens de commencer et que je fais à titre personnel, moi, mais que je fais moi, pas dans une association, enfin pas dans une organisation humanitaire, pas dans quelque chose. J'essaye d'aider avec ce que moi je sais faire. Moi, je sais accompagner des personnes qui ont un problème. Je dis pas que je règle leurs problèmes, je dis que je sais les accompagner pour qu'ils règlent leurs problèmes. Donc ce que je sais faire, ce que je construis moi, je le propose gratuitement à des personnes qui ont certains soucis. Ouais. Alors là, c'est ça que je. Mais les grandes causes, aller chez Greenpeace ou je sais pas, ça c'est pas mon truc. Parce que on se retrouve dans un collectif et je trouve moi que dans l'humanitaire, je trouve qu'il y a. Tu sais, on nous reproche souvent en maçonnerie d'être dans des systèmes de sectes, de magouilles, etc. J'avoue que moi, j'entends tellement de choses sur les organisations humanitaires ou sur les associations caritatives. Et voilà, j'ai un problème avec les profils des gens qui vont là-bas. Je sais pas s'ils le font plus pour eux ou pour les autres. Voilà. Après, t'as pas besoin d'aller dans des grands organismes pour aider, hein. Tu peux juste aller faire tes courses et puis acheter trois paquets de quelque chose en plus et puis les mettre dans la boîte à la sortie qui va être distribuée après à ceux qui en ont besoin. Donc, je pense que ma question, c'est peut-être plus, est-ce que ça fait partie de notre rôle ou devoir de maçon de réellement aider à l'extérieur du temple, ou est-ce que notre devoir de maçon, c'est le travail sur nous-mêmes et ça peut s'arrêter là? Parce qu'il y a vraiment les deux grandes écoles. J'ai pas encore la réponse, moi. Je sais pas si c'est un devoir. Je pense qu'à titre personnel, chacun fait ce qu'il veut, ça évidemment, et ça reste personnel, c'est-à-dire je vais pas aller demander à un frère ou une sœur est-ce que tu as bien rempli tes tâches, est-ce que tu fais bien ci, est-ce que tu fais bien ça, est-ce que tu as donné pour les enfants qui ont des besoins, etc. Ça fait pour moi partie de l'intime. Chacun fait ce qu'il veut et tu dois pas nécessairement aller rapporter ça à l'extérieur ou ton prévaloir sous prétexte que tu es maçon. Mais d'un autre côté, en tant que maçon, est-ce que tu penses que dans la vie de tous les jours, ça fait quand même partie un petit peu de tes devoirs, même si tu ne dois pas t'en vanter en tant que maçon, tu peux le faire à titre personnel? Alors pour répondre à ta question, qui répond à la question du jour, en fait, à quoi sert la franc-maçonnerie On est dans le thème, on est dans le thème. L'idée que j'avais mis, on est dans le thème. Je vais reprendre l'idée que j'avais mis dans ma lettre quand j'ai frappé à la porte. Ouais. Dans ma lettre, j'avais dit je voudrais être une pierre pas pourrie. Je voudrais pas être la pierre pourrie sur laquelle, à cause de laquelle l'édifice s'écroule. Ouais. Alors, dans l'idée que peu importe le sujet, je veux être solide pour pas que ça s'écroule à cause de moi. Ça pourrait s'écrouler à cause de moi. Il y a déjà des choses qui se sont écroulées à cause de moi, donc j'aimerais que ça recommence pas. Alors, qu'est-ce qui pourrait s'écrouler? Eh bien, par exemple, on a eu des histoires dans la famille avec ma femme, du côté de sa famille à elle, des choses un petit peu compliquées sur la prise en charge de personnes qui sont en souffrance ou en détresse, ou financière, et puis aussi en détresse psychologique, etc. Et c'est vrai qu'il y avait tous les arguments pour dire cette personne, elle a pas fait ça dans sa vie, donc c'est de sa faute si elle est rendue là. Elle a fait ça dans sa vie, donc c'est aussi de sa faute si elle est rendue là, etc., etc. Et on était avec comme ça les membres de sa famille où tout le monde était plus ou moins d'accord. C'est vrai que quand tu entends ces arguments de l'extérieur, tu pourrais dire oui, effectivement, c'est vrai. Et puis on devrait laisser cette personne, puisque elle est devenue l'addition de tous ses actes. Et puis c'est à elle de payer finalement la facture. Et c'est à ce moment-là, c'est dans le moment où c'est le plus difficile que d'être humain, ça devient un enjeu. J'ai dit, moi, à ma femme, on en a beaucoup parlé au café du matin. Écoute, on a l'occasion d'être des personnes, de se comporter en être humain ou pas. Qu'est-ce qu'on choisit? Bon, on a choisi de se comporter en être humain. C'est pas facile, ça fait pas forcément plaisir parce qu'il va falloir consacrer du temps, de l'argent, puis c'est ce qui a été fait. Il va falloir consacrer du temps à régler des problèmes qui sont pas les nôtres. Mais je veux dire, c'est un choix. Ça veut dire que c'est un petit peu, pour reprendre des thèmes religieux, c'est un deal que le diable il te propose. Il y a une personne, elle a fait des choses pas bien, c'est pas forcément une bonne personne, mais cette personne aujourd'hui elle est en période de détresse et t'es lié d'un point de vue familial avec elle. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses tomber? Tu fais ce qu'elle aura fait? Ou alors tu fais l'inverse de ce que tu lui reproches? Alors c'est ça, c'est choisir. Je dis pas que je vais le faire tout le temps, je dis pas que je peux le faire tout le temps, ou que je sais le faire tout le temps, mais je dis que il faut parfois, tu sais, il y a cette expression qui dit des fois il y a de la merde au bout du bâton, des fois il faut prendre ce côté-là et il faut l'assumer. Et c'est en cela que moi ça me sert la maçonnerie. C'est-à-dire que
j'ai décidé que ça allait pas s'écrouler à cause de moi. Ouais. Mais ça implique des sacrifices. Est-ce que je veux les faire ou pas? Ben voilà. Et donc ton parcours C'est maçonnique ça. t'aide un petit peu à voir plus clair dans ces décisions que tu dois faire de temps en temps dans ton quotidien par rapport à des situations un peu compliquées? Oui, parce que j'essaye, pour reprendre une expression au Québec, que les babines suivent les bottines. C'est-à-dire que ce que je dis, j'essaye de faire en sorte que ça corresponde. Que si je dis, Ouais. bah, moi, il faut être humain, etc., puis que j'apprends quelqu'un dans la famille en détresse, oui, je vais être humain, mais pas avec lui. Bon, c'est un peu complètement con. Donc, Ouais. c'est dans ce sens, c'est dans ce sens-là. Et par contre, par exemple aussi, on parle beaucoup, on entend partout dans le monde entier parler d'arguments sur l'immigration. Alors, je peux pas parler de politique, c'est pas mon truc, mais sur l'immigration, il y a ceux qui disent oui, c'est formidable, puis il y en a d'autres qui disent non, c'est affreux. Puis il y en a d'autres qui savent pas. Un jour, ils sont pour l'un, pour l'autre. Bon, moi, je sais par exemple qu'effectivement, il y a des choses au niveau de l'immigration, ça pose des sérieux problèmes. Mais je vois dans les pays, dans les conditions dans lesquelles vivent certaines personnes, Mhm. et je veux dire, je serais dans ces pays, bah, je partirais pareil. Je veux dire, j'emmènerais mes enfants, ma femme, mon chien, ma mère, enfin tout le monde, je partirais. Je veux dire, c'est normal. Et mon travail je veux dire que moi de maçon, c'est d'essayer de comprendre, de voir plus loin que ce que les gens sont fâchés parce que les aides sociales, parce que les problèmes de logement, parce que etc. Parce que tous les arguments sont là pour être d'accord. Oui, il y en a trop, mais moi j'ai décidé de prendre les arguments inverses, même si je comprends les deux parties, je comprends. Et ça, c'est un travail, c'est de ne pas succomber à ses instincts primaires, de ne pas succomber à la réponse facile de base qui va consister à dire ben non, ben oui. Ça Ouais. me sert à ça, la maçonnerie. C'est pas facile. C'est pas facile parce que quand on prend position là-dessus, ben, on se retrouve des fois entouré de fous furieux qui nous prennent pour un fou. Mais bon, la vie, c'est pas facile, hein, Ouais. de manière générale. Donc, C'est sûr. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, là, quand je faisais la comparaison avec les réseaux sociaux, en quoi est-ce que tu penses que la maçonnerie est plus qu'un réseau social aujourd'hui? je sais pas si c'est plus qu'un réseau social, c'est peut-être un ancêtre d'un réseau social. La franc-maçonnerie fait partie peut-être d'une genèse du réseau social. Bon, les réseaux sociaux, moi, ça m'exaspère. Il y en a que j'adore, hein. Il y en a que j'adore, il y a des choses que j'adore, mais il y a des choses qui sont exaspérantes là-dessus, comme la maçonnerie. Mais le réseau social, ça veut dire que t'as pas besoin d'être accepté par un processus initiatique. Je veux dire, même Ouais. un groupe, tu cliques, tu réponds à 3 questions, puis t'es accepté, voilà, ou tu payes, je sais pas. Mais en maçonnerie, donc, on a quand même cette sélection qui est plus sévère à l'entrée. Et je suis sur les réseaux sociaux parce que je dois y être, pas par plaisir, parce que faut y être, parce que c'est un moyen, c'est un outil. Je suis pas en maçonnerie parce que il faut y être. J'y suis parce que j'ai envie d'y être. Ouais, je comprends. Et c'est la distinction que je ferai avec le réseau social. Toi, Mhm. t'en penses quoi sur les réseaux sociaux et la maçonnerie? Est-ce que la maçonnerie se comporterait comme un réseau social dans le sens où on est moins spécialisé dans ce qu'on fait, puisque justement on est censé y aller avec un petit peu moins d'a priori, avec une optique de découverte de l'autre? Peut-être que c'est là que j'y verrais une différence. C'est-à-dire, c'est effectivement un réseau, ça c'est certain, puisque on se reconnaît, on s'accepte, on se met en contact, on peut aller visiter une loge quand on voyage à l'autre bout du monde qui nous permettrait comme ça, sans préavis, se retrouver avec d'autres maçons pour une tenue. Donc en ça, c'est clairement un réseau. Mais Ouais. le côté ouverture sur l'autre, et puis il faut savoir que quand on va en tenue, tu sais, il y a des planches qui sont proposées, c'est la personne qui planche qui choisit le sujet, et ce sujet peut être super vaste. Hein, en fonction des personnes qui sont dans la loge, on va pouvoir avoir un sujet extrêmement philosophique et très pointu, comme on va pouvoir avoir un sujet, parfois, si on est dans un Ah grand oui. orient comme nous, très très politique, très axé sur la société, et on peut avoir des avis qui sont très Ouais. divergents au sein des loges, puisque ben, on se rassemble sous l'idée justement de pas être centré autour d'un point de vue fermé. Ce qui ferait pour moi la grosse différence avec, je sais pas, un groupe de soutien à tel parti politique ou quoi. Donc c'est en ça que je pense qu'on est un réseau social, mais très différent en tout cas, de la façon dont moi j'utiliserais les réseaux sociaux à l'extérieur. Et je suis pas certain qu'on utilise beaucoup les réseaux sociaux à l'extérieur pour se lier avec des gens en général sans qu'il y ait un thème, sans qu'il y ait un fil conducteur
commun. Ce serait peut-être la nuance que je ferais. Et puis après, je pense que la différence, c'est le rituel. Je pense que sur les réseaux sociaux qu'on utilise tous les jours sur nos téléphones ou sur Internet, on n'a pas vraiment de code de conduite précis, on n'a pas vraiment de rituel qui nous oblige à nous comporter ou prendre la parole de telle ou telle façon. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait vraiment la grosse différence. C'est le côté, on se réunit en direct, ensemble, sur le moment, dans un temple. Tous les téléphones portables sont à l'extérieur. On n'est pas dérangé par le train-train de la vie. Et on se plie à un rituel qui nous est imposé, qui nous dicte comment nous comporter le temps de cette réunion. Et c'est là que je pense qu'on est moins dans un côté divertissement qu'on pourrait expérimenter quand on est sur un réseau social en fin de journée avant d'aller au lit, quand on est en maçonnerie. Je pense que ça constitue une grosse différence. Oui, effectivement, ça constitue une différence. Et dans ce que tu disais, tu dis il n'y a pas vraiment de rituel sur les réseaux sociaux. Effectivement, il n'y a pas vraiment de rituel, ou en tout cas, si on pouvait associer quelque chose comme un rituel, c'est vraiment des rituels de base, des comportements de base, et pas des choses qui viennent il y a 300 ans. Hein. C'est pas travaillé, puis ça s'improvise tous les jours, tous ces rituels sur les réseaux sociaux. Quelque chose par rapport aux réseaux sociaux, c'est que ça veut dire qu'il faut être connecté numériquement. Ouais. Et moi, j'éprouve, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, qui est aussi obligé de travailler beaucoup, comme tu disais, avec du réseau social et puis de l'informatique. Moi, j'éprouve une énorme fatigue, une lassitude numérique. Et le fait de devoir passer par du numérique pour avoir une vie sociale, je trouve que c'est très compliqué. Mais c'est vraiment un des gros enjeux qu'on a tous. Je veux dire, le plaisir que j'ai de retrouver les gens au temple, de se prendre dans les bras, de se faire nos 3 bises, de se regarder, de se serrer les mains, de pas être d'accord en face dans une véritable discussion. C'est vraiment quelque chose, je crois, qui fait toute la différence. En fait, on a un réseau social bio, on va dire, tu sais, quelque chose. Ouais, il y a un côté vrai, quoi. Il y a un côté présence. Il y a un côté vrai, oui, authentique. On peut on se touche. D'ailleurs, nos signes, c'est avec le toucher aussi. Ouais. Là, je disais hier quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui pour essayer d'illustrer ma pensée, je vais l'utiliser. Je lisais dans un magazine automobile qu'il y a beaucoup de marques de voitures qui vont virer une bonne partie des écrans parce que pour des raisons de sécurité, c'est compliqué. Pour des raisons de manipulation, c'est compliqué. C'est pas ergonomique, c'est dangereux. Ouais. Quand tu dois régler la température de je sais pas quoi dans ta voiture, il faut que tu ailles dans 3 sous-menus, etc. C'est ça la fatigue numérique. Ça devient dangereux. Alors, aussi bien en conduisant une voiture, c'est dangereux, puis c'est chiant, puis on en a marre. Eh ben, je crois que pour tout ce qui est social, ça y est, on va peut-être passer à moins de numérique. Et je dis ça parce que dans ce même article, il était dit qu'il y avait de plus en plus de jeunes, les plus jeunes, qui revenaient à ce qu'on appelle, alors j'en sais pas plus, mais c'est le terme qui était utilisé dans l'article, qui revenaient à ce qu'on appelle des dumb phones, des téléphones avec des boutons de base qui en ont marre d'être sur les réseaux et qui reviennent à, voilà, je veux juste un téléphone pour appeler. Pour téléphoner quand j'en ai besoin. Pour téléphoner, voilà. Mais plus pour être connecté à des gens sur la Terre entière, puis à réagir toute la journée longue. Donc c'est en cela que, voilà. Et nous, on nous apprend à pas réagir aussi, hein. On nous apprend à réfléchir. Non, mais c'est vrai, parce qu'on nous coupe du côté immédiat, on nous coupe du côté aller voir ce qui se passe à l'extérieur et checker toutes les 5 minutes, là, parce que effectivement, on ferme la porte à clé. Et puis on allume quelques bougies, et on met une petite musique, on rentre dans une sorte de pièce de théâtre assez méditative où chacun peut vraiment être mis en condition pour justement s'extraire un petit peu de cette espèce de course à l'information, à la réaction qu'on a tous les jours. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu un moment privilégié toutes les 2 semaines qu'on a par rapport au quotidien. C'est tout à fait. Bon, en gros, alors si on veut on veut conclure, parce qu'on s'approche de la fin là, si on veut conclure, la maçonnerie ça sert pas à grand chose, mais c'est quand même pas mal, quoi. Ça sert pas à grand chose, mais si on l'avait pas, ça nous manquerait. Tu vois, enfin, moi ça me manquerait en tout cas. Et je sais pas à quoi ça sert, mais vu que lorsque j'y suis, lorsque je fréquente mes frères et mes sœurs, que je fréquente mon temple,
il y a quelque chose de mieux pour moi, ça me sert à quelque chose. À quoi encore, je pourrais pas le verbaliser. Mais là, on vient de parler des réseaux sociaux, puis de tout ça, tu vois. Ouais. On dit qu'on rentre dans le temple et qu'on laisse nos métaux à l'extérieur. Et ben, moi, je laisse mes métaux et mes notifications à l'extérieur. Ouais, c'est ça, pourrais ouais. peut-être le rajouter dans le rituel. On devrait peut-être le... Laissez vos métaux et vos notifications à l'extérieur. On passe en mode Ça fait du focus, bien quoi. et ça Oui, me tout sert à à fait. ça. Ouais. Très bien. Bah écoute, je vais y réfléchir. Voilà. Peut-être que je vais Oui, arrêter de voilà, mettre mon on peut faire téléphone ça. sur le plateau du Véné, mais j'en ai besoin parce que quand il y en a qui arrivent en retard, il faut qu'ils me disent qu'il faut qu'on aille ouvrir la porte. Alors tu comprends? C'est à ça que ça sert. Oui, et ben oui, non, c'est ça. On va te le Mais reprocher après. Mais c'est ça, on va me le reprocher. Mais d'ailleurs, tu rigoles, mais à la dernière tenue, on nous a dit quand on est sorti qu'il y avait un frère visiteur qui était venu, qui avait Ouais, attendu pendant 1 heure derrière la porte et qui était parti parce que personne n'était venu, parce qu'on n'avait pas reçu de notification finalement pour nous dire qu'il était là, donc tu vois. Mais ouais. finalement, bah, quand tu y penses, ben, tu sais, peut-être qu'on devrait laisser complètement nos téléphones et tout complètement à l'extérieur, couper toute notification, même quand on est sur le plateau de Véné, et puis bah, ce qui se Ouais. passe, c'est ce qui se passe, et puis c'est pas grave, parce que Et voilà, c'est authentique, on c'est revient pas à grave. quelque chose d'authentique et de réel. Tout à fait. Oui, et notre frère qui est arrivé en retard, bah, il va apprendre la ponctualité, C'est ça, et puis il va apprendre que quand une porte est fermée, puis que ça commence, bah, c'est trop tard. Alors c'est dommage pour lui, j'aurais bien aimé qu'il soit là, mais effectivement, effectivement. Parfait. Bon, bah Cédric, je te remercie beaucoup pour ton intervention plutôt. aujourd'hui. C'était super, Merci à toi. très agréable d'avoir ces conversations matinales ici depuis Montréal, Matinal, ouais. Québec, et discuter un petit peu de franc-maçonnerie comme ça au réveil. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Alors, je vous rappelle que tous les Merci à épisodes vous. de la saison 1 que j'avais enregistrés seul l'année dernière sont de nouveau disponibles sur Apple TV, sur Apple Podcast, sur Spotify et sur YouTube sur la chaîne Les Frangins sont pas tous gâteux. Et puis, abonnez-vous si vous voulez recevoir toutes les notifications quand les nouveaux épisodes sortent. On va essayer d'en enregistrer 1 ou 2 par semaine avec Cédric de cette façon. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Franck n'est pas venu aujourd'hui. Je vais essayer d'organiser son droit de réponse pour la prochaine émission. Comme ça, il viendra nous parler de ses intentions derrière la création de son manoir maçonnique et de sa retraite méditative Oui, autour de la maçonnerie. Ce sera très intéressant. Voilà, je rappelle aussi à tous que si vous rejoignez le Discord, dont vous trouverez le lien à droite ou à gauche, vous pourrez prendre part à l'émission en appelant directement, façon radio libre. Et ce sera toujours avec plaisir que vous pourrez venir poser vos questions ou réagir sur ce dont on parle avec Cédric. Voilà. Merci à toi Cédric, et puis je dis à très bientôt, et on se merci à toi, retrouve Ludo. pour la prochaine émission. À très bientôt à tous. Allez, ciao, Bonne journée à toi, bonne journée à tous. bye. Salut.